Capétiens, qui se succèdent sur le trône de France depuis 987, anticipent le sacre de leur fils aîné afin d'assurer leur succession. Le sacre distingue le Capétien de tous les autres grands seigneurs, quand bien même l'un d'eux aurait un territoire plus important que le domaine royal. Mais surtout, légitime l'intronisation en la faisant correspondre à la concrétisation du projet divin. Depuis le partage de l'empire de Charlemagne, la puissance publique ne cesse de s'émietter en France. Une multitude de petits seigneurs contrôlent d'infimes territoires, affaiblissant l'autorité centrale. Certains grands féodaux arrivent à canaliser ces forces centrifuges, menaçant le pouvoir du Capétien, alors plus symbolique que réel. Mais la logique de la pyramide féodale donne la possibilité au roi des Francs, de fief en fief, de grands vassaux en grands vassaux, de faire remonter la réalité du pouvoir jusqu'à lui. Deux événements majeurs dans la deuxième moitié du XIe siècle changent la donne. Première croisade voit de grands féodaux français créer des États latins en Terre Sainte. Et en 1066, le duc de Normandie Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre et déplace du même coup outre-Manche la pyramide féodale en cours d'élaboration. 1066, c'est Guillaume, le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, qui réussit la conquête de l'Angleterre et qui se fait couronner roi d'Angleterre à Westminster le 25 décembre de 1066. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les héritiers de Guillaume vont s'associer au fameux Plantagenet et il va s'en suivre des dizaines et des dizaines d'années de guerre, de succession d'Angleterre, de provinces françaises, etc., etc. Cet événement est à l'origine de deux guerres de 100 ans, dont la première débute au milieu du XIIe siècle et dont les héros s'appellent Aliénor d'Aquitaine, Louis VII le Pieux, Henri II Plantagenet, Richard Cœur de Lion et Philippe II de France, dit Philippe Auguste. Associé au trône dès 1101, le règne de Louis VI le Gros ne débute vraiment qu'en 1108, à la mort de son père Philippe Ier. S'il est vrai qu'il est batailleur et que l'épée à la main, il occupe la plus grande partie de son règne en chevauchées incessantes, il n'en est pas moins clairvoyant. Tout d'abord, la mise au pas de tous les hors-la-loi est essentielle. Son peuple a besoin de sa protection, le sacre l'y engage. Ensuite, parce qu'il s'appuie sur un conseiller prudent et habile, l'abbé de Saint-Denis suggère. L'image de Louis VI, véhiculée par ses actions de pacification et par le sens de la diplomatie de l'abbé Suger, lui permet en 1124 de résister à une coalition anglo-germanique. Tous ses vassaux se mobilisent pour sauvegarder le pouvoir du roi. Le duc de Bourgogne, le comte de Champagne, le comte de Flandre, le comte d'Anjou, le duc de Bretagne et le duc d'Aquitaine répondent à l'appel du Capétien, et cela pour la première fois depuis l'avènement de la dynastie. C'est vers le duché d'Aquitaine, et plus particulièrement l'héritière la plus puissante d'Europe, que se tourne Louis VI à la fin de son règne. En effet, le duc d'Aquitaine est mort sans héritier mâle. Toujours animé par la clairvoyance de l'abbé Suger, le roi de France scelle pour plus de 100 ans le destin de son royaume en mariant son fils aîné à Aliénor le 25 juillet 1137. La petite Aliénor d'Aquitaine est la fille de Guillaume X, duc d'Aquitaine. Et Guillaume, duc d'Aquitaine, bon, elle est née à Châtellerault, elle, et Guillaume, lui, va avoir l'idée saugrenue de mourir en partant en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, un vendredi saint qui plus est, à 38 ans. Et il va laisser le duché d'Aquitaine à la petite Aliénor qu'il aimait tant, parce qu'il n'y a pas de loi salique en Aquitaine. Là, ce n'est pas comme chez les Francs-saliens où c'est l'homme qui hérite, elle hérite le duché d'Aquitaine. Elle n'a encore que 13 ans et devient reine de France à la mort de Louis VI le 1er août. Louis VII n'était pas destiné à régner. La mort de son frère aîné 6 ans plus tôt l'a sorti du cloître Notre-Dame où il a été élevé. Il en gardera le surnom de Louis VII le Pieux, ainsi qu'un état d'esprit tourné vers la sobriété. Elle est la petite-fille de Guillaume IX, homme de culture plutôt qu'homme politique. Premier troubadour de l'histoire, apprenait une nouvelle forme de relation amoureuse, l'amour courtois.
Guillaume ne considère pas la femme uniquement sous l'angle de la procréation d'une dynastie ou d'une espèce, où l'Église la cantonne trop souvent. Il voit en elle un être humain libre de ses actes, dont il faut gagner l'amour, qui n'est plus uniquement un devoir conjugal. Au contraire, cet amour ne peut se vivre qu'en dehors des liens sacrés du mariage. Mais quand il est obtenu en respectant les règles de la courtoisie, le prétendant accède à la joie bien entendu, mais aussi au salut. De tradition orale, la vieille histoire de Tristan et Iseut va bientôt rentrer en littérature. L'histoire d'un amour pur, celui d'un chevalier pour sa reine, que même la mort ne pourra séparer. C'est pourtant en étant lié par le mariage que Louis aime Aliénor d'une façon immodérée, en particulier pour les membres de son entourage, laïcs ou clercs, qui voient dans cet amour la faiblesse d'Adam pour Ève. Dans le cadre de ce mariage éminemment politique, s'opère alors un choc des cultures, Languedoc et Languedoy. Celle de la France du Nord, centralisée autour de Saint-Denis et de Reims, une culture imprégnée de religiosité et d'austérité, et celle de la France du Sud, libérale et enthousiaste. Le domaine royal a presque triplé, mais il y a des contradictions à lever et des passions à canaliser. Mais c'est bien avant l'arrivée d'Aliénor à Paris que la cité avait été au centre d'une polémique entre ces deux visions du monde. La ville est déjà renommée pour son école de théologie que Pierre Abélard a participé à développer. Mais celui-ci est plus connu pour avoir vécu à l'approche de la quarantaine, à partir de l'hiver 1117-1118, une passion dévastatrice pour sa jeune élève de 17 ans, Héloïse. Abélard, c'est un théologien, un intellectuel, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout attiré par la guerre, qui est né dans une famille aisée, qui est très porté vers l'étude, vers les joies de l'esprit. On le charge d'éduquer une jeune fille très intelligente, très lettrée, Héloïse, qui est la nièce du chanoine Fulbert. Il y a une véritable histoire d'amour qui se passe entre eux. Évidemment, l'oncle chanoine n'apprécie pas du tout. Et ils veulent rentrer alors précipitamment tous les deux dans les ordres, mais Héloïse est enceinte, elle accouche d'un enfant qu'elle appellera Pierre Astrolabe, puis qui est confié à une nièce, on ne sait pas très bien ce qu'il est devenu. Abélard, afin de sauver l'honneur de la famille d'Héloïse, fut sommé de l'épouser. Mais c'est Héloïse qui s'y refusa, préférant Abélard libre qu'enfermé entre des liens matrimoniaux. Le mariage eut pourtant lieu tant les pressions sociales étaient fortes. Cela ne suffit pas à l'oncle d'Héloïse qui retrouva son honneur en faisant castrer Abélard. Des hommes de main du chanoine Fulbert émasculent un jour Abélard pour lui faire payer le péché de chair. Et c'est un acte absolument barbare parce qu'il n'est pas du tout accompagné de jugement. En revanche, les deux malfrats qui se sont livrés à cette horrible besogne, eux sont jugés et on leur applique la loi du talion, c'est-à-dire qu'ils sont émasculés aussi. Il ne resta alors à celui-ci que l'écriture pour vivre ses passions. Sa vision du monde, où chaque individu pourrait avoir son mot à dire sur cette terre, heurte les sensibilités les plus traditionnalistes pour lesquelles l'individu n'est rien face à la collectivité, face à la chrétienté. La figure de proue de ce mouvement conservateur est l'abbé de Clairvaux. Bernard de Clairvaux va jouer un rôle important dans les premières années du mariage de Louis et d'Aliénor. Entre l'influence de celle-ci et les conseils avisés de l'abbé Suger, Louis délaisse progressivement la raison pour la passion. En 1141, son cousin, Raoul de Vermandois, alors âgé d'une cinquantaine d'années, s'éprend de Pétronille, la jeune sœur d'Aliénor à 15 ans. Raoul n'est pas libre et l'oncle de sa femme est le comte de Champagne. Pétronille est la petite sœur d'Aliénor d'Aquitaine et elle est follement amoureuse de Raoul de Vermandois. Et oui, mais c'est un amour impossible puisque Raoul de Vermandois est déjà marié à Éléonore de Blois.
Bon, elle va demander, la petite Pétronie, elle va demander à Aliénor, sa grande sœur, et au mari d'Aliénor, le roi de France, Louis VII, de procéder à la dissolution du mariage, ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Et oui, mais ça va contrarier férocement la famille de Raoul de Vermandois, et notamment son frère, qui va prendre les armes contre le roi de France. Le couple royal soutient l'annulation de ce mariage afin que Raoul épouse son Héloïse. Il persiste face au refus de l'Église et du pape et déclenche ainsi un conflit avec la Champagne. Il faut l'intervention de Bernard de Clairvaux en 1144 pour mettre fin à cette crise. Aliénor est mariée depuis 7 ans et n'a pas d'enfant. Il semble que la pression morale exercée par le moine, associée à l'angoisse de la reine qui n'est pas encore mère, ait poussé Aliénor à faire reculer Louis sur la plupart des causes du conflit. La paix revenue, les relations avec la papauté reprises, Aliénor met au monde une petite Marie. Mais pour Louis le Pieux, l'expiation des fautes passe par une croisade. Ce n'est encore que la seconde. Elle est lancée officiellement par Bernard de Clairvaux lors d'un prêche enflammé à Vézelay. Les Turcs ont pris possession d'un État latin aux mains des chrétiens depuis 1098. La deuxième croisade, qui était organisée avec des seigneurs, des chefs de guerre, des barons, qui ont tiré les leçons de la première croisade populaire, qui n'a pas été un grand succès, est une croisade à la fois militaire et religieuse. Et elle se passe avec l'autorisation des autorités religieuses, et en premier lieu du pape. C'est très important cette autorisation du pape parce que il faut financer. Et pour financer, le pape fait quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'il autorise à prélever l'impôt sur les biens d'église. L'église ne paye pas d'impôt, elle en perçoit plutôt sous forme de dîme. Et là, il y a le décime, qui est une sorte d'impôt sur les revenus de tous les biens d'église et qui permet l'effort de guerre, si on peut dire. Et donc, cette organisation des croisades est à la fois religieuse, militaire et administrative, puisqu'il y a perception de l'impôt. Aliénor décide d'accompagner son époux. Pendant ce temps, Raoul et Pétronille continuent à s'aimer en toute clandestinité. La croisade qu'entreprennent Aliénor et Louis va marquer un tournant dans leurs relations et dans l'histoire de France. C'est en Terre Sainte qu'au cours de l'année 1148 se produit une série d'incidents. Alors Louis VII part en croisade accompagné de son épouse. Aliénor l'accompagne, en effet. Et vous savez, ce sont deux personnalités totalement différentes. Hein. Elle est vindicative, elle est prompte, elle est courageuse. Lui est un peu mou, hésitant, un peu bigot. D'ailleurs, on le surnomme Louis VII le Pieux. Et bon, il traverse la Méditerranée et lui veut marcher vers Jérusalem à tout prix. Or, on s'arrête à Antioche. Le couple est hébergé par l'oncle d'Aliénor, Raymond, jeune prince franc du royaume d'Antioche. Après avoir séjourné à Constantinople, une autre cour d'Orient offre à Aliénor une vision plus proche de ses idéaux que celle de Paris. Moins austère et plus ambitieuse aussi. Raymond compte sur l'aide de Louis pour regagner du terrain face aux infidèles. Échaudé par des déboires subis plus au nord, Louis veut éviter l'affrontement pour l'instant et donne la priorité à un pèlerinage à Jérusalem. Les rumeurs et les railleries commencent à aller bon train quand on évoque le temps que passent ensemble Raymond et Aliénor. Le départ pour Jérusalem est avancé, mais Aliénor refuse de suivre Louis. Devant son insistance et le rappel des devoirs d'une femme, Aliénor demande l'annulation du mariage pour cause de consanguinité. Menace reposant effectivement sur des éléments avérés tant les relations de la pyramide féodale sont étroites. Louis est tenté d'accepter par dignité, mais par stratégie politique, il suit les conseils de ses barons et enlève Aliénor afin de l'emmener avec lui à Jérusalem. Le pèlerinage est effectué, mais les tentatives de reconquête en Terre Sainte ont échoué. Le couple rentre de croisade dans 2 navires différents. Leur route passe par Rome, où semble-t-il le pape réussit à les réconcilier. Si réconciliation il y a eu, elle dura 2 ans, le temps d'un autre enfant, une fille, encore.
Alors au retour des croisades, eh bien, la situation du ménage, du couple Louis VII et Aliénor n'est pas vraiment idyllique parce que, on l'a vu, elle est très contrariée par le caractère un peu indolent de son mari, elle reste en Aquitaine et lui, somme toute, eh bien, s'il fait le bilan de cette croisade, c'est un bilan relativement catastrophique. Il a perdu beaucoup d'hommes, financièrement c'est aussi quelque chose qui lui a coûté très cher, sentimentalement il a perdu son épouse et territorialement, comme elle garde l'Aquitaine, qu'elle ne veut pas lui donner, eh bien, il n'a plus rien à gagner. En partant en croisade, Louis avait laissé le champ libre à l'ambition de Geoffroy le Bel, comte d'Anjou. Profitant de la guerre entre les prétendants au trône d'Angleterre, Geoffroy, qui avait épousé la petite fille de Guillaume le Conquérant, avait fait valoir ses droits sur le duché de Normandie. Il y avait même investi son fils Henri sans l'accord de Louis, et donc en enfreignant le droit féodal. C'est l'affrontement en 1151 et Bernard de Clairvaux intervient de nouveau. Un accord est trouvé. Henri, 17 ans, vient à Paris prêter hommage à son roi et être confirmé duc de Normandie. Le jeune homme, robuste et de belle allure, porte une branche de genêt à son chapeau et une nouvelle rumeur, celle de trop, se met à courir qu'Aliénor, de 10 ans son aîné, n'est pas insensible au charme de celui qui allait devenir avec elle le fondateur d'une dynastie légendaire, les Plantagenets. En mars 1152, Louis répudie Aliénor, qui est contrainte de laisser ses 2 filles sous la protection de leur père. En mai, elle épouse dans la cathédrale de Poitiers Henri II Plantagenet. À eux deux, ils forment déjà un empire et Henri n'a pas encore fait valoir les droits de sa mère au trône d'Angleterre. Ce sera chose faite en 1154. Geoffroy V le Bel, comte d'Anjou, va se marier avec Mathilde. Mathilde n'est autre que la petite fille de Guillaume le Conquérant, la fille d'Henri Ier, tous les deux étaient rois d'Angleterre. Un combat acharné va être mené en Angleterre entre Mathilde et son cousin, Étienne de Blois. C'est Mathilde qui finira par prendre l'avantage et accédera au trône d'Angleterre le fils de Mathilde et Geoffroy, Henri Plantagenet, le célèbre Henri II Plantagenet. Rien ne semble arrêter le Plantagenet. Aliénor est donc une 2e fois reine. Tandis que les naissances se succèdent chez les Plantagenets, le Capétien attend toujours un fils. Après la mort de sa seconde épouse en 1160 en mettant au monde sa 4e fille, Louis se remarie avec Adèle de Champagne. Ce qui fait la force des Plantagenets, cet immense territoire et cette prodigieuse descendance allait causer leur perte. L'apport de cette dot par Aliénor d'Aquitaine sera très important car elle inversera le rapport de force entre les 2 souverains, d'abord à la faveur de Louis VII, roi de France, puis à la faveur d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Le territoire qui appartient aux Plantagenets à cette époque est assez remarquable. Il hérite par son père Geoffroy V le Bel de la Touraine, de l'Anjou et du Maine, par sa mère Mathilde de la Bretagne et de la Normandie, par sa femme, Aliénor d'Aquitaine, alors là de la Guyenne, l'Aquitaine qu'on connaît aujourd'hui, de l'Auvergne, de la Gascogne, du Poitou également, et puis au final de l'Angleterre dès son couronnement. Lorsqu'Henri II Plantagenet est arrivé à Chinon, il a trouvé une vieille forteresse qui avait été construite par les comtes de Blois et ensuite amendée par ses ancêtres, les comtes d'Anjou. La transformation importante qu'il a effectuée à la forteresse de Chinon, c'est la construction d'un palais neuf, plus commode pour loger son administration et qui se trouvait sur le fort Saint-Georges. Dans un premier temps, chez les Capétiens, Adèle a d'abord une fille, mais une 2e grossesse suit. Louis voit alors en rêve le fils tant attendu. Il tient un calice rempli de sang qu'il donne à boire aux grands du royaume. Le miracle a bien lieu. Louis a enfin un fils le 21 août 1165 qu'il prénomme Philippe et que l'on surnomme Dieudonné.
Adèle de Champagne est une femme fréquemment malade, assez malingre, et il n'arrive pas à avoir un héritier avec elle. Il est désespéré, puisqu'au bout de 30 ans de vie commune, on n'a toujours pas vu son épouse porter un fruit. Or, ce fruit se profile à l'horizon. Et comme ce fruit va voir le jour de façon fantastique, on va se dire, mais au bout de 30 ans, mais c'est un don de Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'a surnommé Philippe Auguste, mais Philippe Dieudonné Auguste. Chez les Plantagenêt, Richard a alors 8 ans. Un dernier fils né en 1167. Il est prénommé Jean. Les fils d'Aliénor grandissent et la reine est une épouse délaissée. Henri vivant une liaison adultère au grand jour. Henri est alors puissant, si puissant qu'il pense pouvoir se passer de l'aide de Dieu et surtout du pouvoir spirituel qui le représente sur terre. Si puissant qu'il ne consent qu'à déléguer de manière fictive le pouvoir à ses fils. Si puissant qu'il pense se passer de l'aide d'Aliénor. Aliénor d'Aquitaine, c'était très mal entendu avec son premier mari, Louis VII le Pieux. Eh bien, elle épouse Henri en deuxième noces et elle ne va pas s'entendre davantage très longtemps avec lui. Elle va lui faire une belle tribu d'enfants, 5 fils, 2 filles, mais à partir du moment où les enfants sont devenus des adultes responsables, eh bien, et que son mari, lui, court un peu le guilledou de droite et de gauche, eh bien, elle va prendre position pour les enfants. En 1173, après avoir obtenu l'alliance de son premier époux, Aliénor et ses fils déclenchent une insurrection qui se propage dans tout l'Empire. La riposte d'Henri est foudroyante. Il repousse les Français, il mate la rébellion et tandis qu'il choisit de pardonner à ses fils, il capture Aliénor qui l'emprisonne en Angleterre. Aliénor d'Aquitaine avait soutenu la révolte de ses fils contre leur père. Et lorsqu'elle a cherché à s'enfuir, à fuir son mari Henri II Plantagenet, elle a été rattrapée par lui et il l'a fait emprisonner à la forteresse de Chinon pendant plusieurs mois, à partir du mois de novembre 1173, et elle y restera jusqu'à son départ en Angleterre au mois de juillet 1174. Donc elle repart en Angleterre avec son mari Henri II Plantagenet et après sa captivité de quelques mois à Chinon, elle restera enfermée en Angleterre selon la volonté de son mari dans la tour de Salisbury pendant près de 15 ans. La pacification de l'Aquitaine est menée par Richard lui-même, qui est pourtant à l'origine du soulèvement. Le troisième fils d'Aliénor y gagne un surnom, Cœur de Lion. Une prophétie faite par Merlin 5 siècles auparavant inquiète pourtant Henri. Elle évoque la libération d'un aigle à 2 têtes par sa 3e nichée. Entre 1164 et 1185 est écrite une série d'ouvrages qui est considérée comme la genèse de la littérature française. L'auteur s'appelle Chrétien et est originaire de Troyes. Il est le protégé de la comtesse de Champagne, Marie, fille aînée d'Aliénor et de Louis. Son œuvre s'articule essentiellement autour de la légende d'Arthur et des chevaliers de la Table Ronde que Chrétien va participer à transformer en mythe. L'influence de l'amour courtois, en remontant vers le nord, rencontre le modèle du roi chevalier, et Chrétien invente le roman de chevalerie. Influencés par les aventures d'Arthur et de ses chevaliers, les Plantagenêt vont influencer les romans des siècles à venir. Tout comme les Capétiens se réclament descendants de Charlemagne, les Plantagenêt se disent prolonger la lignée d'Arthur. Chevalier aussi émérite que Lancelot du Lac, Richard punit ses barons rebelles avec la même brutalité que s'il s'agissait d'envoyés de Satan. Pour fédérer, le Capétien peut lui s'appuyer sur le sacre, et Louis programme celui de son fils pour le 15 août 1179. Il faudra le différer. En chassant aux forêts de Compiègne, le jeune homme de 14 ans distance ses compagnons et emprunte des sentiers obscurs. Il erre pendant 2 jours et 2 nuits. Quand on le retrouve, il reste prostré et muet entre la vie et la mort. Louis, désespéré, fait la tournée des sanctuaires pour obtenir son rétablissement. Il est finalement exaucé. Philippe est sacré le jour de la Toussaint et rien ne pourra plus l'arrêter. On ne sait rien de plus de ces 2 nuits que Philippe a passées, seul, dans la forêt. L'épisode finit d'avoir raison de Louis. Il meurt le 18 septembre 1180. C'est maintenant Philippe qui joue des dissensions entre les 4 frères Plantagenêt et leur père. Dès sa première entrevue avec le nouveau roi de France,
le vieux Plantagenet est impressionné par sa prudence et son assurance, qualité que doit avoir un roi chevalier, mais qu'il ne retrouve pas chez ses fils. Après la mort brutale de 2 d'entre eux, Richard n'a plus qu'un frère, le prince Jean. Mais on apprend en 1187 une terrible nouvelle venue d'Orient. Le sultan d'Égypte, Saladin, s'est emparé de Jérusalem. Alors que tous nos héros font vœu de croisade, à l'exception de Jean, pendant les préparatifs, les combats reprennent et la prophétie de Merlin de s'accomplir. Philippe se rapproche de Richard et affronte avec lui le vieux roi Henri pour qui c'est la dernière bataille. Le roi Philippe-Auguste va l'aider dans sa lutte contre son père et va lui favoriser l'accession donc au pouvoir. Parce que Philippe-Auguste et Richard étaient très liés et très amis à l'origine. Ce fameux traité d'Azel-Rideau est un traité qui a précédé de quelques jours la mort du roi Henri II Plantagenet. Il était pourchassé par le roi de France et par ses fils, notamment Richard Cœur de Lion. On dit que ce traité d'Azel-Rideau est une paix honteuse pour Henri II Plantagenet. Par ce traité, il prend connaissance aussi de la trahison de son dernier fils, Jean Santerre. Et il va reconnaître par ce traité un certain nombre de territoires au roi de France, ainsi que le mariage de son fils, Richard Cœur de Lion, avec la sœur du roi de France, Aélis. Vaincu, Henri se soumet pour la première fois de son existence qui s'achève. Apprenant que même Jean a participé à le trahir, il meurt seul le 6 juillet 1189. Henri II Plantagenet finit ses derniers jours abandonné de sa famille et de ses enfants. Donc il vient jusqu'à Chinon, où il va passer ses derniers jours et où il mourra seul et abandonné de tous. Aliénor est libre. Richard est roi d'Angleterre et interdit à son frère Jean d'y séjourner jusqu'à son retour de croisade. Philippe prend aussi ses précautions et lance la construction de l'enceinte du Louvre. Il rédige un testament où est définie pour la première fois la fonction monarchique comme une fonction d'État, c'est-à-dire œuvrant pour le bien public. Il délègue ses pouvoirs non pas à des grands du royaume, mais à des représentants de l'État, eux-mêmes contrôlés par un conseil de notables. C'est cette organisation qui finira par faire la différence. Les 2 rois, Richard et Philippe, partent pour la 3e croisade ensemble le 4 juillet 1190, avant de prendre 2 routes différentes, qui les font se retrouver en Sicile en septembre, où ils attendent le printemps. Richard dit à Philippe-Auguste « Ce serait bien que vous m'accompagniez ». En réalité, il se méfie de Philippe-Auguste. Il se dit « Si je pars en croisade seul, il va risquer de récupérer mes territoires, le Maine, l'Anjou et la Normandie ». Donc ils partent en croisade et ils arrivent en Sicile, où ils sont accueillis d'ailleurs par des Normands, puisque la Sicile est un royaume normand, fondé autrefois par Robert de Guiscard, Tancrède de Hauteville. Et là, ils tombent malades quasiment en même temps, l'un et l'autre. On souffre de ce qu'on appelle la suette miliaire. Ils perdent leurs cheveux, ils perdent leurs ongles, Philippe perd un œil même, Philippe-Auguste perd un œil. Et ensuite, direction la Terre Sainte. Si Richard a mobilisé toutes les ressources possibles pour faire de cette croisade un succès couronné d'exploits de chevalerie, Philippe est préoccupé par ce qu'il laisse derrière lui. Un royaume où son autorité s'est renforcée et un fils, Louis, orphelin de mère à 3 ans. Les prouesses de Richard au combat l'ont précédé en Sicile et on attend de lui qu'il règle un problème de succession. Alors que Philippe est partisan de la négociation afin de stabiliser la situation, Richard en fait un problème personnel qu'il faut régler avec panache. Il décide de ramener l'ordre à sa manière en mettant à sac Messine, mais surtout en plantant sur les murailles de la ville ses étendards. La fierté du roi de France est particulièrement éprouvée. Tandis que Philippe traverse directement la Méditerranée pour rejoindre Saint-Jean d'Acre, Richard passe par Chypre, île dépendante de l'Empire byzantin, mais dont le prince, à la recherche d'autonomie, collabore avec Saladin. L'occasion est belle pour Richard d'ajouter une ligne à la liste de ses exploits. Chypre est conquise. Il peut maintenant rejoindre Saint-Jean d'Acre, où Philippe peine à prendre la ville. Avec Richard, la ville tombe. Les 2 bannières flottent cette fois-ci ensemble. Le duc d'Autriche
veut aussi planter son étendard. Richard lui refuse ce droit et traîne sa bannière dans la boue. Très rapidement, on va voir que la mésentente va s'installer sur la Terre Sainte entre Richard et entre son ami Philippe Auguste. Une amitié dont il faut se méfier. Parce que Philippe Auguste, lui, veut absolument combattre Saladin, gagner Saint-Jean d'Acre, et Richard arrive en retard. Enfin, on sent que si l'un est conquérant, l'autre est hésitant. Et Philippe Auguste va dire, bon, dans ces conditions, ça suffit, je rentre. La prochaine étape est Jérusalem. Cela sera son Philippe, malade, préoccupé par les affaires de son royaume. Il décide de rentrer en France dès 1191. Il s'arrête à Rome pour obtenir du pape l'absolution, en disant voilà, je quitte la croisade, ne m'en veuillez pas. Et pendant ce temps-là, Richard, lui, va rester, se battre, parfois même comme un soudard, parce qu'on sait qu'il massacre à tour de bras. Il attend, on lui a promis la vraie couronne du Christ, et comme il ne l'obtient pas, eh bien, il massacre les prisonniers. La reconquête de Jérusalem est hypothétique, et de toute façon, la gloire en reviendrait à Richard. À Richard, la légende, à Philippe, l'histoire. Devant Jérusalem, Richard, sans les troupes de Philippe, doit composer avec Saladin. Le lieu saint reste aux mains des musulmans, mais les chrétiens pourront s'y rendre en pèlerinage. Richard refuse de rentrer dans Jérusalem en pèlerin, puisqu'il rêvait d'y rentrer l'épée à la main. En octobre 1192, il prend la mer. Une tempête l'oblige à changer d'itinéraire. Il doit traverser le duché d'Autriche, où le duc ne l'a pas oublié. Malgré son déguisement, Richard est capturé et vendu à l'empereur germanique que Philippe a eu tout loisir de ranger de son côté. Maintenant que Richard n'est plus croisé mais toujours absent, Philippe complote avec le prince Jean qui se proclame roi. Mais Jean ne peut atteindre son nouveau royaume. L'île est défendue par les barons fidèles à Richard. C'est Aliénor qui veille. En 1193, Philippe n'a ni flotte ni femme. En épousant Ingeborg, la sœur du roi du Danemark, il compte remédier à ces deux lacunes. La promise est parée de toutes les vertus. 18 ans, belle, intelligente, pieuse. Et quand il la rencontre, Philippe est sous le charme. Le mariage est célébré et le lendemain de la nuit de noces, à la stupéfaction générale, Philippe demande à la délégation danoise de repartir avec celle qui est pourtant reine de France. On ne sait rien de plus de cette nuit que Philippe a passé seul avec Ingeborg. On raconte que sa nuit de noces a été catastrophique, puisque dès le lendemain matin, il l'a expédiée au couvent, à Saint-Maur-des-Fossés, et a essayé de faire annuler ce mariage. Pourquoi la nuit de noces a-t-elle été catastrophique? Alors les historiens du temps, les chroniqueurs du temps nous racontent qu'il avait ce qu'on appelle l'aiguillette nouée, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pu consommer ce mariage. Le projet d'un débarquement en Angleterre est repoussé. Au bout de 2 ans d'âpres négociations ralenties par les interventions discrètes de Philippe afin de faire monter les enchères, Aliénor obtient en février 1194 la libération de Richard. Déchaîné, il l'est dans tous les sens du terme. Jean demande immédiatement pardon et fait massacrer la garde française protégeant Évreux en signe de repentance. Sitôt débarqué en Angleterre, où il est accueilli par les acclamations de la foule qui chante et danse, Richard punit les partisans de Jean. C'est le lendemain de la prise de Nottingham qu'il découvre lors d'une partie de chasse la forêt de Sherwood. Quand il est libéré, enfin, grâce à la rançon versée par Aliénor d'Aquitaine, eh bien, Richard, naturellement, immédiatement constate le comportement, quel a été le comportement de son frère, Jean Santerre, John Lackland, comme on l'appelait à Londres. On voit tout ça dans les fameux romans de Quentin Durward, de Robin des Bois. Eh bien, il s'aperçoit qu'il a failli lui usurper la couronne, donc évidemment, il va le punir, il va l'emprisonner, mais il lui pardonnera très rapidement. Mais les affaires l'appellent sur le continent. Le 12 mai 1194, il quitte l'Angleterre qu'il ne reverra jamais. Le premier affrontement entre Richard et Philippe a lieu entre Normandie et Anjou, à Fréteval, et voit la déroute de l'armée française, la perte du trésor royal ainsi que de nombreux documents indispensables à l'organisation du royaume.
Philippe décide de mettre fin à cette tradition d'une administration itinérante et fonde, la même année, les archives royales qui seront dorénavant conservées dans le donjon du Louvre. Il est le premier à redécouvrir le rôle fondamental de l'écrit dans la gestion d'un État, afin de mettre chacun devant ses responsabilités. Pour asseoir son autorité, Richard préfère la pierre au papier et érige en vallée de Seine, afin de protéger la Normandie, un château qu'il veut imprenable, Château-Gaillard. Alors Philippe Auguste n'a qu'une idée en tête, c'est récupérer la Normandie. Donc il va lancer quelques attaques sur la frontière de l'Île-de-France et de la Normandie. Richard, bien sûr, voulant conserver ce duché, qui est quasiment une annexe de l'Angleterre, va couvrir la frontière, va ceinturer la frontière de fortifications, que ce soit à Verneuil, à Ivry, que ce soit à Gisors, et surtout, la clé de voûte de ces fortifications, c'est le fameux Château-Gaillard des Andelys, qu'il a construit. En un an de temps, ce château est jailli de la falaise, en un an de temps. Constatant cette réalisation, d'ailleurs, il aura cette expression merveilleuse « Qu'elle est belle, ma fille d'un an, quel château Gaillard !» Comme leur nom l'indique, les forteresses et les châteaux sont des lieux fortifiés. Ils étaient donc surtout destinés à protéger et à maîtriser un territoire. Il y avait cette notion de maillage du territoire ponctué par les châteaux pour commander les territoires. Et on le voit bien à Chinon avec ce site de hauteur qui est placé sur un éperon rocheux qui lui permet de surveiller les alentours et d'avoir une position privilégiée. Tout irait bien si Richard honorait la couche de sa femme. Philippe, lui, est amoureux. Il épouse en troisième noces Agnès, qui lui donne 2 enfants. Richard n'aura jamais d'enfant légitime. Il semble qu'il ait décidé d'assumer dans la mesure du possible son homosexualité. Ou bien croit-il qu'il a le temps? Son esprit chevaleresque le pousse à défier la mort pendant les combats. Et alors qu'il enchaîne les victoires en Normandie, le destin le rappelle une dernière fois en Aquitaine, où le vicomte de Limoges est passé du côté français. La place forte de Loches est une des propriétés de la couronne d'Angleterre. C'est une prédominance vexante pour tous les successeurs de Louis VII et dès Philippe Auguste, donc ce roi va tenter de reconquérir tout le territoire. Richard Cœur de Lion accède au trône en 1189, mais il sera fait prisonnier à son retour de croisade et Philippe Auguste en profitera à ce moment-là, en tout début 1194, pour reprendre Loches, la place forte, la forteresse. Richard, une fois libéré, va revenir en France et le 13 juin de cette même année, 1194, il va reprendre Loches dans ce qu'on dit aujourd'hui être un assaut irrésistible de 3 heures. Richard surveille toutes ses possessions et notamment, on lui apprend que en Limousin, dans la ville de Chalut, en Haute-Vienne aujourd'hui, eh bien, un de ses suzerains aurait découvert un trésor. Et naturellement, ce trésor lui revient, Richard le lui fait savoir et le suzerain, lui, ne veut pas du tout s'en séparer, s'en débarrasser. Alors Richard va aller assiéger la ville de Chalut, en Limousin. C'est à l'occasion de ce siège qu'un tireur d'arbalète lui décoche un carreau qu'il reçoit. Les uns disent dans le haut, dans l'épaule, les autres disent dans le fondement, mais toujours est-il que l'infection se met dans la plaie et il va mourir, Richard Cœur de Lion. Sentant la mort arriver, Richard demande sa mère à son chevet qui arrive à temps. Son fils expire dans ses bras le 6 avril 1199. 1199-1200, à l'orée de ce XIIIe siècle, se prépare l'union du fils de Philippe Auguste et de la petite-fille d'Aliénor, Blanche de Castille. La paix semble enfin revenue entre Capétiens et Plantagenets. Jean se déclare vassal de Philippe, qui a alors une problématique d'un autre ordre à résoudre.
En effet, l'amour de Philippe pour Agnès jette l'interdit sur l'île de France après qu'un nouveau pape ait jugé l'affaire Ingeborg. Le pape n'a pas voulu annuler ce mariage. Il va quand même épouser une troisième épouse, Agnès de Méranie, tout en étant bigame. Il sera bigame puisque le premier mariage n'est pas annulé. Alors ça va avoir des conséquences terribles pour le royaume de France, car le pape va frapper le royaume d'interdit, c'est-à-dire que à la suite, donc à cause de cette nuit de noces malchanceuse, eh bien, on ne pouvait plus célébrer de culte sur le territoire. Plus aucun sacrement ne peut être célébré, ni messe, ni baptême. La société est paralysée. Si consciencieux dans la structuration d'un État, Philippe la met en péril en oubliant la raison. Il feint alors de reprendre Ingeborg comme épouse légitime et obtient qu'Agnès, enceinte, accouche à Poissy. Tourmentée, Agnès donne vie à un petit Tristan ennicé dans la sienne. Il ne lui survit que quelques heures. La haine de Philippe pour Ingeborg n'atténue pas l'amour qu'elle lui porte. C'est un autre mariage qui va permettre à Philippe de revoir ses ambitions à la hausse. Celui de Jean avec Isabelle Taillefer, comtesse d'Angoulême, alors que celle-ci était promise au comte de la Marche. Le rapt d'une fiancée est un incident dans un monde féodal qui mérite une compensation. Or, ce n'est pas dans les mœurs de Jean de respecter les règles. L'affaire est portée devant la justice de Philippe, comme le veut le droit féodal quand il y a querelle entre deux vassaux. Jean est convoqué devant la cour de France, qu'il n'honore pas de sa présence. Le roi d'Angleterre est alors condamné et se voit confisquer tous ses fiefs de France pour rupture du lien féodal en 1202. Il devient Jean sans terre. C'est un tournant historique dans l'utilisation de la logique de la pyramide féodale. Seule la justice de Dieu est au-dessus de celle du roi. C'est aussi une déclaration de guerre, et Jean n'est pas Richard. Faisant preuve de la même patience et de la même lucidité que dans la gestion de son royaume, pendant 6 mois, Philippe assiège Château-Gaillard, qui finit par céder en 1204. La porte de la Normandie est grande ouverte, et le Capétien prend possession de tous les territoires des Plantagenets au nord de la Loire. Jean sans terre avait fait un certain nombre d'améliorations pour préparer la forteresse à la guerre. Donc il a fait venir à Chinon dans ce but l'un de ses ingénieurs qu'on appelait maître Houry et qui était en fait un ingénieur spécialisé dans les machines de jet. Puisqu'il faut savoir que la guerre au XIIe et XIIIe siècle, c'était avant tout des guerres de siège et qu'on utilisait énormément des machines de jet telles que les mangonneaux, les pierrières, pour endommager les remparts. Le siège le plus important, il aura lieu en 1204-1205, un siège d'une année entière, et l'assaut final aura lieu au mois d'avril. Ce sont les troupes françaises, avec à leur tête Philippe Auguste, qui réussiront à reprendre définitivement Loches au Plantagenet. À l'époque, la forteresse était défendue par 120 hommes environ, et Jean sans terre perd sa forteresse. Le château de Chinon est repris par le roi de France Philippe Auguste au cours d'un siège qui va durer 9 mois, qui va commencer à l'automne 1204 et qui va se terminer en juin 1205. Seule l'Aquitaine reste encore hors de contrôle, mais Aliénor, elle, a tout donné. Elle meurt à 80 ans. Quant à Philippe, il lui reste une bataille pour qu'il prenne le nom du premier César et devienne Philippe Auguste. Après avoir renversé le rapport de force avec les Plantagenets, l'ambition de Philippe fait peur. Certains ont pris l'habitude de l'autonomie et voient d'un mauvais œil les projets du Capétien, faire respecter la justice et le droit, créer un État monarchique et agrandir son territoire. Jusqu'où? Malgré les efforts de l'Église et d'hommes comme Bernard de Clairvaux, malgré les romans de Chrétien de Troyes, les grands du royaume n'agissent pas tous en fonction du bien commun, mais bien par ambition. Philippe avait fait en sorte que son ami d'enfance, Renaud, soit à la tête du comté de Boulogne, fief stratégique. Pourtant, celui-ci se range aux côtés du Plantagenet.
Jean sans Terre va aussi pouvoir compter sur le nouvel empereur germanique, Othon IV, qui est son neveu. Philippe Auguste envisage maintenant, puisqu'il s'est emparé de la Normandie est devenue française en 1204, l'année de la mort d'Aliénor d'Aquitaine, et il envisage même maintenant d'envahir l'Angleterre, comme l'avaient fait Guillaume le Conquérant et Jules César autrefois. Mais ça ne plaît pas évidemment à la plupart des souverains européens. Il va y avoir une coalition contre Philippe Auguste, avec l'empereur, notamment l'empereur germanique, avec Jean sans Terre, avec tel baron flamand, et tous ces gens-là vont lever une armée gigantesque. Leur stratégie est de prendre l'armée française en tenaille. Jean débarque à La Rochelle et remonte vers le nord, tandis que des Flandres descend le reste des effectifs coalisés. Philippe envoie son fils Louis à la rencontre du roi d'Angleterre, qui choisit la fuite. L'important était de disperser les troupes royales. L'armée de Philippe est composée de fidèles, mais ils sont à 1 contre 3. Alors que cette armée se rapproche de Bouvines, le dimanche 27 juillet 1214, la coalition impériale est repérée. Mais une bataille n'est pas une guerre. C'est un jugement de Dieu, et le vainqueur est son élu. Elle ne peut avoir lieu un dimanche. La tension des derniers jours est tellement palpable que l'empereur décide de ne pas attendre, et Philippe de ne pas refuser le combat. La bataille s'engage à midi. Au centre du front, le roi s'expose. Un coup mortel est paré grâce au sacrifice d'un chevalier. Le flanc gauche de l'empereur cède en premier. Les Français se regroupent alors au centre. Othon échappe à la capture de justesse et réussit à fuir en laissant sa bannière à terre. Renaud reste le dernier, enchaînant sorties et replis derrière ses piétons armés de piques. Il veut combattre jusqu'à la mort, mais son cheval est abattu. Grâce à un noyau dur de fidèles, la victoire du roi de France est totale. Il est 5 heures de l'après-midi. Renaud mourra 13 ans plus tard dans la prison dans laquelle il fut jeté le lendemain de Bouvines. Cette rencontre est une rencontre absolument bénie des dieux, si l'on peut dire, puisqu'il va l'emporter de haute lutte, alors qu'il avait moins de soldats que l'ennemi. Et naturellement, tout le monde va crier « au miracle ». Qui plus est, cette bataille s'était déroulée un dimanche, donc on a dit que c'était à la grâce de Dieu qu'il l'avait gagnée, et cette bataille de Bouvines allait marquer véritablement le coup d'envoi du grand royaume de France, avec l'âme de la France bénie dans le sang de la bataille de Bouvines. L'honneur de la chevalerie se retrouve autour d'un centre d'attraction. Le Capétien qui incarne une notion en train de naître, la patrie. Ce n'est qu'après sa mort que Richard, grâce au roman de chevalerie, exercera le même pouvoir en Angleterre. Philippe Auguste est le dernier roi des Francs et le premier roi de France. Sur bien des aspects, ce n'est plus un roi médiéval, mais un roi moderne. Il a fallu attendre des travaux assez poussés, notamment au XXe siècle, avec notamment l'historien américain Baldwin, pour découvrir un peu la personnalité de Philippe Auguste, qui était quelqu'un d'assez angoissé, d'assez émotif, ce qui ne l'a pas empêché d'être un grand roi. C'était une personnalité un peu paradoxale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est jamais serein et qui est quand même un bon gouvernant, un très bon chef, un chef militaire. Et c'est aussi quelqu'un qui a une vision administrative, ce qui fera la force des rois de France. Grâce à sa clairvoyance et à son formidable sens de l'organisation, il a renforcé les finances royales et a pu superposer au réseau administratif féodal un réseau administratif d'État qui s'appuie sur le développement de l'écrit face aux traditions orales. C'est tout le symbolisme du sacre et de l'hommage qui se concrétise sur le papier. Le Capétien représente la puissance publique et il est maintenant le sommet d'une pyramide que seule la base pourra renverser. Philippe Auguste meurt le 14 juillet 1223, après 43 ans de règne. Aliénor repose dans l'abbatiale de Fontevraud avec Henri et Richard. Son gisant la représente, un livre à la main. Le XIIe siècle est un siècle de renaissance. Il voit renaître le thème de l'amour face à l'amour de Dieu. Aliénor en est l'incarnation. Le fait qu'elle s'est contrainte à ne pas subir son destin, personne ne lui pardonnera, pas même les historiens du XIXe siècle qui prolongeront la vision machiste d'une Aliénor légère et frivole.
Alors Aliénor d'Aquitaine, on le sait, on a écrit des tas de livres, même des romans sur Aliénor d'Aquitaine, est une femme exquise, très belle, ravissante, mais ambitieuse, intelligente, cupide, avide, sensuelle, enfin, elle a tout pour plaire. C'est pourtant ce même 19e siècle qui ressentira le besoin de réunir officiellement Héloïse et Abélard au cimetière du Père-Lachaise. C'est par sa légende noire qu'Aliénor rentre dans les livres d'histoire dans lesquels le rôle capital de Philippe Auguste a été longtemps trop peu souligné. Il répond pourtant à la problématique qu'Aliénor avait eu le mérite de soulever en créant un déséquilibre culturel et politique. Philippe canalise les passions autour de la patrie et l'amour de celle-ci. Il est le dernier roi à être sacré du vivant de son père. Sans Philippe, Saint Louis, son petit-fils, n'aurait sans doute pas pu rentrer de la manière dont il est rentré dans ces mêmes livres d'histoire.